le soleil descendait sur les vergers verdoyants du comté du Gévaudan pour laisser place à la lune, la petite Jocelyne n'avait pas encore terminé sa journée de bergère. Après avoir terminé la traite des vaches aux côtés de sa mère, elle devait à présent rassembler les moutons dans la bergerie pour qu'ils puissent y passer la nuit. Il ne se passait jamais rien dans ce village. Laisser une petite fille déambuler seule à la nuit tombée n'était donc pas une chose dont il fallait s'inquiéter. Elle se dépêcha de dévaler le sentier sinueux. Pipou, son fidèle compagnon, sur ses talons. Elle était fatiguée et n'avait qu'une idée en tête, rentrer à la maison auprès de sa famille pour le souper. Une fois le pré où se prélassait le bétail atteint, elle se mit à l'ouvrage. Étrangement, il ne bêlait pas, et lorsqu'elle arriva, elle ne le remarqua pas de suite, mais le troupeau était divisé en deux groupes. Dans le premier, ils étaient tous couchés près de la clôture à l'orée du bois. Dans le second, ils étaient comme à l'accoutumée près de la grille où Jocelyne venait les récupérer, mais ceux-ci semblaient agités. Elle ne pouvait pas faire 2 allers-retours. Alors elle entra dans le pré en sautant par-dessus la barrière afin que les animaux ne s'échappent pas de l'enclos. Elle se dirigea vers le second groupe. Elle ne sut pourquoi, mais elle avait l'impression que quelqu'un l'observait au loin. Heureusement, la présence de son berger allemand la rassura. Le calme inhabituel de cette fin de journée estivale était inquiétante. Ni les cigales, ni les oiseaux, ni même son chien n'émettaient un seul son. Comme si le monde retenait son souffle. À mesure qu'elle se rapprochait, une odeur rance montait du deuxième groupe. Pipou se rapprocha de sa maîtresse dans une position défensive et il montrait les crocs. Il ne fallut pas longtemps à l'enfant pour comprendre la raison de son comportement. Tous les moutons avaient les regards vides et étaient tachés de sang, ce qui contrastait fortement avec leur pelage d'un blanc laiteux. Mais ce n'était pas la vision la plus horrifique de la scène. Une bête gigantesque, aux crocs acérés, se repaissait des nombreuses carcasses qui gisaient là. Heureusement pour Jocelyne, il était trop concentré à se délecter de ses malheureuses victimes pour lui prêter attention. Elle se décida alors à retourner sur ses pas le plus rapidement possible. Cependant, son chien ne semblait pas être du même avis. Celui-ci s'élança en direction de la créature, en aboyant et en grognant. Jocelyne se mit alors à courir vers la barrière, en prenant le temps de déverrouiller celle-ci, en espérant que quelques moutons survivent. À peine avait-elle quitté le pré, qu'un cri de douleur retentit à ses oreilles pour finir aussi sec. Elle était en pleurs, mais continua sa course malgré tout. Elle savait que son fidèle compagnon s'était sacrifié pour elle. Une fois de retour à la ferme, elle s'écroula au sol et se laissa aller aux sanglots. Son père, qui revenait des champs de blé, accourut vers elle et tenta de la calmer, mais en vain. Il essayait de comprendre ses paroles, mais était trop affolé pour être compréhensible. Le lendemain matin, elle s'était assez calmée pour expliquer ce qu'elle avait vu. Ils conclurent simplement qu'un loup avait commis ce massacre. Après tout, les enfants ont une imagination débordante. Pourtant, les événements à venir allaient confirmer ces dires. Le comté du Gévaudan est une terre spectaculaire et hostile, aux forêts denses et aux plateaux rincés par la pluie. Après les guerres du XVIe siècle, les gens sont extrêmement appauvris et survivent en rassemblant les troupeaux. Le 1er juillet 1764, alors que les moutons du Languedoc arrivent en estivage, s'ouvre un drame qui va s'étendre sur une période de 3 années. À Saint-Étienne de Lugdarès, aux portes de la Lozère, le corps d'une fillette a été retrouvé sauvagement mutilé. Ce n'est là que le début, car le nombre de victimes ne va faire que croître à partir de cet incident. On les retrouve gravement blessés, démembrés et même décapités. Quelle que soit la nature du fléau, on a affaire là à un animal bien plus féroce qu'un loup ordinaire. La rumeur d'un loup-garou commence à circuler, et très vite, on se met à l'appeler la bête. À l'automne 1764, le bruit se répand bien au-delà des limites du Gévaudan et gagne la France entière. Plus de 200 personnes, ou 300 personnes selon d'autres sources, seront ainsi tuées ou blessées par une bête mystérieuse qui alimente les théories les plus folles. Les femmes et les enfants en sont malheureusement les principales victimes, car ils gardent les troupeaux.
Cette bête terrorisa le Gévaudan de 1764 à 1767 et tua donc une centaine de personnes. On abattit plus d'une centaine de loups dans le Gévaudan, mais les spécialistes n'arrivent toujours pas à savoir si la bête meurtrière se trouvait ou non dans le lot. Aujourd'hui encore, on ignore la véritable nature de ces attaques et l'identité de la bête. Sur cette gravure du XVIIIe siècle, le garde du corps du roi, François-Antoine, abat un loup qu'on croit être la bête, le 21 septembre 1765. 2 mois plus tard, elle reparaît et terrorise la France à nouveau. La bête est mise sous les feux de la Seine à une échelle nationale, grâce au feuilliste en chef du courrier d'Avignon, François Morénas. Après la fin de la guerre des 7 ans contre la Grande-Bretagne en 1763, il n'a plus rien digne de ce nom à écrire. Doué pour colporter des ragots sensationnalistes, il fait imprimer des articles sur la bête du Gévaudan pour relancer les ventes de son journal et pour que la nation entière soit au courant. C'est pourquoi les sources relatant de cet incident sont à prendre avec un esprit critique. Ce cas suscite une terreur que les médias de l'époque attisent avec des articles exagérés. L'un d'eux affirme que la bête possède une férocité stupéfiante. Un autre assure qu'elle a le regard du diable. D'autres encore soutiennent qu'elle a l'intelligence d'un gladiateur rusé, gaillard et habile. À la fin des années 1764, la publication de François Morénas compare même la bête au lion de Némée et à d'autres monstres terrifiants. En plus des descriptions horrifiques de la bête elle-même, le journal fait imprimer les témoignages des rescapés après leur face-à-face. En janvier 1765, un groupe de préadolescents a réussi à tenir la créature en joue à l'aide de bâtons. En mars, Jeanne Jouve a dû se battre pour protéger ses 3 enfants. L'un d'eux, seulement âgé de 6 ans, a succombé à ses blessures. Mais l'un des plus célèbres témoignages est celui de Marie-Jeanne Vallée, la pucelle du Gévaudan, qui a mis la bête en déroute après l'avoir blessée au poitrail à l'aide d'une baïonnette. Néanmoins, l'écho exceptionnel rencontré par ces événements jusqu'à Paris et même en Europe, à l'époque des faits et encore aujourd'hui, ne peut se comprendre que par le développement de la presse écrite et son attrait pour le sensationnel. Au début de l'année 1765, l'affaire du Gévaudan prend une telle ampleur que Louis XV décide d'intervenir. Il récompense le groupe de garçons qui a repoussé la bête à l'aide de bâtons et offre une éducation gratuite au chef de la bande. En mars, le roi envoie ses propres chasseurs pour capturer la créature. Jean-Charles Vaumès d'Enneval, un célèbre chasseur de loups normand, est désigné pour diriger l'expédition. Cependant, lui aussi échoue dans sa mission. Irrité par l'échec de son chasseur, Louis XV dépêche son propre garde du corps, le vétéran François-Antoine. Le 21 septembre 1765, ces hommes abattent un grand loup de 65 kilos qu'ils croient être la bête. La dépouille est envoyée à Paris et François-Antoine est récompensé. Cependant, 2 mois plus tard, les attaques reprennent. Entre décembre 1765 et juin 1767, on dénombre 30 nouvelles victimes. La peur règne de nouveau sur le Gévaudan, mais cette fois, les habitants sont livrés à eux-mêmes. En parallèle, des primes sans précédent sont offertes, attirant des chasseurs de renom. Pour certains, capturer la bête représente une opportunité de carrière, ainsi qu'un espoir de rédemption. Ainsi, il y a une dimension religieuse et financière. À l'automne 1764, Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major de l'armée et natif de la région, mobilise des milliers d'habitants locaux pour l'aider à traquer la bête. Selon certains témoignages, la bête posséderait une longue bande noire descendant le long de son dos. Le capitaine Duhamel suggère qu'il ne s'agit peut-être pas d'un loup, mais plutôt d'un grand félin. Cet animal est un monstre, dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère, affirme-t-il. Malgré ses efforts répétés, il ne réussira pas à capturer la bête. Les autorités, embarrassées par leur échec, ne prêtent plus vraiment attention à la situation, et les journaux ont également cessé de s'y intéresser. Le 19 juin 1767, un chasseur local nommé Jean Chastel abat un gros animal après de longues traques infructueuses. Les attaques cessent enfin lorsqu'un prédateur de 53 kilos,
et tué près du mont Mouchet le 19 juin 1767. Dès lors, les attaques cessent. Selon les témoins, la créature abattue ressemble à un loup, mais pas tout à fait. Elle possède une tête hideuse et un pelage rouge, blanc et gris que les chasseurs n'avaient jamais observé sur un loup auparavant. Avec cette délivrance, les populations ont imputé leur malheur à un seul agresseur, attribuant un caractère surnaturel à celui-ci. Dans la culture populaire, marquée par la religion, le loup anthropophage est considéré comme un fléau divin envoyé pour punir les pécheurs, au même titre que la famine ou la guerre. Cette façon d'interpréter les événements était fortement influencée par l'évêque de Mende, Gabriel Florent Choiseul Beaupré.